OTEP à toutes les sœurs de combat, OTEP à tous les frères de combat. Je vous reviens ce soir, à vous mes milliers de téléspectateurs, à vous mes milliers d'abonnés, vous qui m'avez fait confiance en vous rapprochant de ma plateforme éducative et instructive. OTEP à vous tous et à vous toutes. Mama konmin besemi to vorbia. Tomina mina mina mintangni tomina amina mia si Africa. Tomina à Cameroun. Matuma konmin besse mbote. Miega. Olanti. Donc bonsoir à tout le monde. Je vous reviens ce soir avec une thématique assez particulière, une thématique qui appelle à la méditation. Cette thématique est intitulée « Science et méditation ». Donc, je vais faire une première partie consacrée sur un auteur qui pense sur l'origine de la crise de la pensée occidentale, notamment l'orientation de la science telle qu'elle a été réalisée de Platon en passant par Aristote jusqu'à la période contemporaine et qui nous permet d'aboutir au monde technicisé, hyper technicisé et au monde hyper matérialiste dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Si je commençais d'entendre à émettre mes propos pour opérer cette critique de manière froide en tant qu'Africain, beaucoup d'entre nos frères qui sont encore complexés par l'élan scientifique, idéologique, occidental, beaucoup me qualifieraient d'anti-scientifique et de technophobe, c'est-à-dire celui qui est contre la technique, celui qui est contre la technologie. C'est la raison pour laquelle la première partie est consacrée à un travail que j'ai eu à réaliser il y a de cela exactement 7 ans. Un mémoire de Master 2 intitulé « Le statut de la vérité ontologique chez Martin Heidegger ». C'était ça, c'est comme ça que c'était intitulé. Bien évidemment, il y avait un dépassement de l'auteur. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un extrait, un très petit extrait, qui porte sur le destin de l'humanité, l'orientation de la pensée scientifique et les causes des crises dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Je me suis donc appuyé sur cet auteur pour montrer qu'un occidental lui-même critique l'élan que la science occidentale, la tournure, le tournant que la science occidentale a prise depuis Aristote jusqu'à l'époque actuelle. Et il propose un autre débat, un autre élan, une autre manière d'approcher la question de la science. Donc, il a même rédigé un opuscule intitulé « Science et méditation » dans le recueil de textes intitulé « Essais et conférences ». Donc, l'extrait que je m'en vais lire très rapidement à l'attention de toutes les sœurs de combat et de tous les frères de combat qui nous écoutent, il ne sera qu'une introduction à la seconde partie où je vais donc présenter la conception africaine de la science pour montrer que cette conception africaine de la science n'est pas très loin de ce que Heidegger propose comme un nouveau départ, ou je dirais même, elle est par excellence ce que la science devrait être, ce que la technique devrait être, ce que la technologie devrait être. Donc je commence très rapidement, sans plus tarder. Je vous invite à être très attentifs à la lecture de cet extrait de mon travail de mémoire de Master 2 réalisé il y a de cela 7 ans.
Donc, je lis là où c'est un peu compliqué, j'explique. Donc, cette partie, ce live intitulé Science et méditation, porte donc sur la question de la science, de la technique et de la technologie. Malgré les grandes révolutions qu'a connues la science, surtout avec l'avènement de la théorie de la relativité, la théorie quantique, la théorie du tout, c'est-à-dire unification de la théorie de la relativité avec la théorie quantique, sans oublier les prouesses de la biologie moléculaire et la scientifisation de la psychologie, Heidegger estime que la science a plutôt perdu ce qu'elle avait d'essentiel lorsqu'elle se déployait dans l'esprit grec. Je précise que d'après lui, le modèle scientifique qu'il faut suivre, le nouveau départ, c'est l'esprit grec. Et les Grecs, il entend par là les présocratiques, c'est-à-dire les Grecs avant Platon, les penseurs grecs avant Platon, tels que Héraclite, Parménide, tels que les pythagoriciens, tels que ce qu'on a appelé les physiologues, donc notamment Thalès de Milet, Anaximandre, Anaximène. C'est-à-dire que cette pensée se mouvait à mi-chemin entre le mystique et le rationnel. Donc c'est ce modèle de pensée c'est à ce modèle de pensée qu'il nous invite, et en proposant aussi, bien évidemment, sa touche, sa marque de touche. Donc, c'est pour cela qu'il dit la science a plutôt perdu ce qu'elle avait d'essentiel lorsqu'elle s'est déployée dans l'esprit grec. Donc, entendez l'esprit grec, les auteurs que je viens de citer là, jusqu'à Platon, au trop, c'est-à-dire Aristote est exclu. La première chose qu'il remarque, c'est sa conception de son objet d'étude. Là, c'est moi qui parle. Ensuite, sa démarche, sa conception de la théorie et enfin, son rapport avec la pensée. Tout d'abord, en ce qui concerne l'objet d'étude de la science, Heidegger note qu'à la différence des Grecs qui posaient comme objet d'étude la physis, la science moderne et contemporaine regarde son objet d'étude comme un fond, et cela, elle l'appelle le réel. Celui-ci, pour être étudié, doit être observé distinctement en atomes ou être vu comme un ensemble de particules communiquant entre elles, susceptibles d'être reconstruits selon le modèle logico-mathématique pour donner des explications au comportement des phénomènes d'ordre macroscopique. Donc, les phénomènes d'ordre macroscopique, c'est les phénomènes visibles. Et les phénomènes d'ordre microscopique, c'est les phénomènes invisibles, tels que les atomes et les particules. Donc, il explique que la science actuelle se déploie dans le sens de l'observation distincte des atomes ou un ensemble, ou alors un ensemble de particules communiquant entre elles, susceptibles d'être reconstruites selon le modèle logico-mathématique pour donner des explications au comportement des phénomènes d'ordre macroscopique, c'est-à-dire les phénomènes du monde visible, à l'œil nu, bien évidemment. En cela, il remarque que l'essence de la science et même de la métaphysique, qui n'est qu'une physique, d'après Heidegger, la métaphysique n'est rien d'autre qu'une physique. Puisque aujourd'hui, dans l'univers quantique, la physique quantique, on étudie les atomes, les particules, c'est invisible à l'œil nu. Donc, ce niveau de science tend vers le métaphysique. Donc, en réalité, ce qui est considéré comme métaphysique, en réalité, c'est physique dans une mesure où on est capable de continuer de voir à travers des appareils, des atomes tournoyés, des particules zigzaguées dans l'espace, etc. Et même donner des noms à ces particules, établir des rapports numériques, géométriques, pour pouvoir expliquer leurs interactions. Cela signifie que nous restons encore là, même si nous sommes dans le plan microscopique, mais on observe cela avec des appareils. On observe des particules, on observe des atomes.
Donc, si cela est considéré comme la métaphysique, parce que c'est invisible, cela reste toujours une physique. Alors, cette science repose sur une étape qui a été élaborée par Aristote, que je vais énoncer ici. Donc, cette science repose sur les 4 causes dont parle Aristote. La cause matérielle, c'est-à-dire la matière, la substance ou le quantum d'énergie. La cause formelle, c'est-à-dire l'idée ou la forme, c'est-à-dire ce qu'on veut produire. La cause efficiente, c'est-à-dire ce qui produit, c'est-à-dire l'homme. C'est-à-dire la cause efficiente, c'est le producteur, c'est l'inventeur, c'est l'homme qui produit. C'est ça la cause efficiente. Et la cause finale, c'est-à-dire l'ouvrage produit. Il est vrai que cela se greffe au modèle du démiurge, qui aujourd'hui n'est rien d'autre que l'homme, puisque Heidegger montre que la pensée occidentale se meut autour de la pensée humaine et qu'il n'y a rien qu'on puisse voir dans la pensée occidentale qui soit en dehors de l'homme. Donc voilà les 4 causes. C'est selon ce modèle que se meut toujours la science, malgré ses diverses mutations. Au lieu donc que celle-ci prenne d'abord en vue la physis, elle se contente de saisir le réel comme fond à déterminer dans son aspect théorique et à exploiter dans son aspect pratique pour des fins utilitaires, c'est-à-dire pour la production. La nature a un fond. C'est ça qui nous permet d'élaborer des théories pour saisir la nature de ce fond. Ensuite, ce fond est à exploiter, c'est-à-dire il est maintenant ramené sur le plan pratique et ce fond est à servir de production, de servir de source de production, c'est-à-dire c'est l'ouvrage à produire. C'est selon ce modèle donc que la science se meut, la science malgré ses diverses mutations. Au lieu donc que celle-ci prenne d'abord en vue la physis, c'est-à-dire l'être qui se déploie à partir de lui-même et qui n'a pas besoin de mouvement extérieur, l'être qui monte, qui dévoile et considère plutôt la nature comme fond, c'est-à-dire source d'énergie qu'on peut exploiter et qui peut nous servir à produire des gadgets, des ouvrages, des objets, ou des machines, ou des appareils, ou des bombes. C'est à cela que ceci fait allusion. En cela se dévoile le fait que la science traque le réel pour que celui-ci lui fournisse le fond à exploiter pour des fins utilitaires. Cette traque, Heidegger l'appelle l'araisonnement. Araisonnement, ça s'écrit A-R-A-I-S-O-2-N-E-M-E-N-T, l'araisonnement. Cet araisonnement est établi sur la base de la théorie. Maintenant, la deuxième étape de la pensée ici, c'est d'expliquer d'abord ce que les Grecs entendaient par théorie, avant maintenant de parvenir à la conception actuelle de la théorie. Selon Heidegger, la théorie au sens originaire est différente de sa conception actuellement adoptée par la science. La théoria chez les Grecs vient de théorein et signifie regarder l'aspect, l'apparence sous laquelle quelque chose se montre, la vue dans laquelle il s'offre. Je reprends l'aspect, l'apparence sous laquelle quelque chose se montre, la vue dans laquelle il s'offre. Cette apparence sous laquelle la chose se montre, reprend Heidegger, Platon l'appelle eidos, dont les idées platoniciennes ne sont rien d'autre que l'apparence sous laquelle les choses se montrent. La théoria est donc ce regard vers cette contemplation de ce qui se déploie et illumine à notre présence. La théoria est donc ce regard vers cette contemplation de ce qui se déploie et illumine à notre présence. Et c'est en cela que celui qui passe sa vie à contempler mène une vie contemplative, en grec bios théoretikos. Celui qui mène une vie contemplative
pratique ce qu'on appelle en grec bios, la vie, théoretikos, contemplative. Or, cette saisie des choses advenantes maintient l'homme dans le cycle de son essence en tant que celui dont la nature est de contempler les choses qui se déploient en présence en dévoilant leurs essences, leurs principes et les causes qui sont à l'origine de ces déploiements en présence. Donc la nature de l'homme en réalité c'est ça. Je reprends. Or, cette saisie des choses advenantes, c'est-à-dire ces choses qui se manifestent, maintient l'homme dans le site de son essence, c'est-à-dire maintient l'homme dans le lieu de son essence, en tant que celui dont la nature est de contempler les choses qui se déploient en présence en dévoilant leurs essences, leurs principes et les causes qui sont à l'origine de ce déploiement en présence, c'est-à-dire les causes qui font en sorte que les choses se manifestent. C'est dans ce sens que Heidegger dit, la théoria est la forme accomplie de l'existence humaine, l'est en elle-même, et non pas seulement par l'effet d'une utilité adventiste, c'est-à-dire d'une utilité secondaire. En outre, Heidegger précise que, puisque dans théoria, il y a deux composantes. Il y a d'abord théa, ensuite il y a ora, où théa fait l'écho de la déesse qui apparaît à Parménide comme aletheia. C'est-à-dire, quand vous lisez le mot grec aletheia, qui signifie dévoilement, aletheia signifie dévoilement. Et dans aletheia, vous voyez théa. Et il dit donc que ce théa fait écho à la déesse qui apparaît à Parménide. Donc la déesse aletheia, dans le poème de Parménide, où le Parménide parle de l'être. Donc vous n'avez qu'à chercher le poème intitulé Parménide, le poème de Parménide qui parle de l'être. Et vous allez voir que la conversation qu'il a, il a une conversation avec une déesse. Donc, où Théa fait écho de la déesse qui apparaît à Parménide comme aletheia, celle qui lui dévoile ce qui est. Et, d'autre part, aura comme les égards que nous avons, l'honneur et la considération que nous accordons. Aura, je reprends, comme les égards que nous avons, l'honneur et la considération que nous accordons. Donc, Théa, aura. Théoria est en ce sens le seul laissé atteindre par le dévoilement de ce qui entre en présence. Le seul laissé atteindre par le dévoilement de ce qui entre en présence. Le seul laissé atteindre par le dévoilement de ce qui se manifeste. Voilà ce que théoria signifie au fond. Dans la contemplation, se laisser atteindre par le dévoilement de ce qui se manifeste. Lorsqu'il pleut, l'éclair jaillit du ciel. À l'aube matinale, le soleil pointe à l'horizon. À l'intérieur du sol, le sol se fend et on voit émerger une pétale, une double pétale qui se déploie et déploie les feuilles et laisse sortir une tige qui elle-même devient une plante. C'est de ça, c'est cet exercice-là qu'il s'agit ici. C'est-à-dire se laisser atteindre par le dévoilement de ce qui entre en présence. Heidegger précise, la théorie au sens ancien, c'est-à-dire au sens premier, nullement vieillie, est vue de la vérité et gardienne de la vérité. Lorsque vous faites donc l'exercice contemplatif, où vous observez le scintillement de l'étoile, où vous observez le surgissement de l'éclair et la disparition de l'éclair, où vous observez le surgissement de la plante du sol, l'éclosion de la graine et le jaillissement du germe, où vous observez l'épanouissement des fleurs, où vous observez l'émergence du soleil à l'horizon. Donc, cette épreuve est la vue de la vérité et gardienne de la vérité. Mais à l'époque moderne, la théorie à partir de la contemplatio romain, qui signifie la contemplatio romaine, qui signifie isoler quelque chose en la plaçant dans un secteur et l'y enfermant, devient ce qui est en tant que vie contemplative, séparée de la vie active, de l'activité et donc de la pratique. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'époque romaine, la théorie devient donc une vue sectarisée qui est séparée de la pratique. Or, la théorie à l'origine est une contemplation participative
qui nous permet de saisir la structure des choses, d'épouser la structure des choses, de s'harmoniser à la structure des choses pour saisir l'ordre et l'harmonie qui est derrière ces choses, qui meut ces choses, qui anime ces choses, pour que cet ordre et cette harmonie nous atteigne nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a dit, le seul laisser atteindre par le dévoilement de ce qui entre en présence. Or, ici, la théorie est une vue séparée. C'est pour ça que l'élaboration des théories, c'est la cogitation. Dans la science actuelle, l'élaboration des théories repose sur la cogitation. Donc, sur la réflexion. En cela surgit l'idée que la théorie est ce qui précède et détermine la pratique. Donc, en cette idée que je viens d'expliquer, en l'idée de la science vue d'après les Romains. En cela s'illustre l'essence de la technique dans l'esprit scientifique. Or, la technique a pour essence l'habileté à faire quelque chose. Mais pour les modernes, la technique devient la capacité à produire, à fabriquer en vue d'une fin utile. La finalité de la science est donc l'utilité. Ainsi, tout ce qui n'est pas utile doit être, sinon relégué en seconde position, être totalement banni de tout intéressement. Ainsi, la science ne viserait donc que l'utile. Entendons ici l'utile au sens d'outils et de ressources pour la satisfaction des envies. En effet, chaque activité d'une science est essentiellement en vue d'une fin humaine. Nous entendons par là l'orientation que l'homme se donne à lui-même en tant qu'être raisonnable, responsable de lui-même et ainsi se faisant lui-même. Pire encore, il veut soumettre le réel, le réel, c'est-à-dire les temps, à son emprise. Ainsi, dit Heidegger, s'étend l'apparence que tout ce que l'on rencontre ne subsiste qu'en tant qu'il est le fait de l'homme. Je reprends. Ainsi, s'étend l'apparence que tout ce que l'on rencontre ne subsiste qu'en tant qu'il est le fait de l'homme. Cette apparence nourrit à son tour une dernière illusion. Il nous semble que partout, l'homme ne rencontre que lui-même. C'est ce que j'avais annoncé au début. Le réel est ainsi un système soumis à l'emprise de l'homme. La science est donc, en tant que moyen humain de domination, dans sa dimension théorique, ce qui met le réel au pied du mur. Donc, dans sa dimension théorique de domination humaine, la science devient donc ce qui met le réel au pied du mur. Et cela nous rappelle le Dieu de la Bible qui a influencé même la pensée occidentale, qui dit l'homme doit soumettre la nature, que tout ce qui est dans la nature est inférieur à l'homme et que c'est l'homme qui est l'existant supérieur dans la nature. Donc la pensée scientifique occidentale post-grecque ne fait que reprendre cette tendance. Elle arrête la nature, elle arrête le réel et l'interpelle pour qu'il se présente à chaque fois comme l'ensemble de ce qui opère et qui est opéré, c'est-à-dire dans les conséquences supervisables des causes données. Ainsi, grâce à la théorie, l'homme peut pister le réel à travers une méthode et grâce à la technique s'appuyant sur la loi causale, l'amener à dévoiler et à donner son fond comme disponible à une éventuelle utilisation ou production utile en tant qu'utilisable. C'est cela que Heidegger appelle un raisonnement. Le raisonnement, en allemand Gestell, dit-il, est, appelons-nous le rassemblement de cette interpellation qui requiert l'homme, c'est-à-dire qui provoque l'homme à dévoiler le réel comme fond dans le mode du comète, c'est-à-dire dans le mode du produit. Dans quel fond s'agit-il? Il s'agit d'un fond d'énergie disponible, exploitable. Le dévoilement dont il s'agit ici est différent de l'entrée en présence de l'être, c'est-à-dire de la manifestation de l'être lui-même. Comme j'ai expliqué, l'éclosion de la graine, le surgissement de l'éclair dans le ciel, le surgissement du soleil. Là, ça se manifeste soi-même. C'est donc une autre figure de la aletheia, c'est-à-dire du dévoilement. Il s'avère que physis, c'est-à-dire ce qui se manifeste soi-même, et Gestell, c'est-à-dire le raisonnement, sont chacun une figure particulière de l'aletheia. D'un côté, la physis signifie le seul laisser dévoiler.
De l'autre côté, le Gestalt le forçait à se dévoiler. Mais dans ce forcé, c'est-à-dire l'esprit contemporain, mais dans ce forcé, l'être dévoilé n'est qu'un fond disponible et jamais l'être en tant qu'il illumine l'homme en l'ouvrant à sa divine essence et à son destin. Le dévoilement, dit Heidegger, concerne d'abord la nature comme étant principal réservoir d'énergie. La technoscience est donc l'arme de la toute-puissance de l'homme. Mais autant l'homme pense étendre sa domination sur le réel, autant il court à sa perte. Cela s'observe aujourd'hui par le risque d'anéantissement de l'homme à cause des phénomènes tels que la pollution, la course au nucléaire, l'homosexualité et le transhumanisme. D'où le propos de Heidegger, à savoir la science ne pense pas. Ce qui signifie et implique qu'elle est éloignée de l'essence de l'homme. Heidegger ne veut donc pas par là dire que la science, le scientifique agit automatiquement ou instinctivement, mais que ce qu'il entend par pensée au sens éminent du pensée est séparé par un abîme de la science. C'est dans ce sens qu'il déclare « Seulement la relation de la science à la pensée n'est authentique et féconde que lorsque l'abîme qui sépare les sciences et la pensée est devenu visible et lorsqu'il apparaît qu'on peut jeter sur lui aucun pont, qu'on ne peut jeter sur lui aucun pont. Il n'y a pas de pont qui conduise des sciences vers la pensée. Il n'y a que le saut. Là où il nous porte, ce n'est pas seulement l'autre bord que nous trouvons, mais une région entièrement nouvelle. Cet abîme qui sépare, la citation est terminée, cet abîme qui sépare les sciences de la pensée montre la raison pour laquelle les sciences ne peuvent pas décider de ralentir leur marche effrénée vers la conquête du réel. Or, pour un philosophe des sciences comme Gaston Bachelard, un tel jugement vis-à-vis de la science n'est qu'un préjugé, parce que pour lui, la science échappant aujourd'hui à l'emprise du philosophe, celui-ci doit plutôt se mettre à l'école de celle-ci afin de la comprendre et compléter des vides qu'elle laisse. Du même avis que Bachelard, Daniel Handler établit que le rôle du philosophe est de mettre de l'ordre dans la science et que la philosophie ne doit jamais prétendre se mouvoir en dehors des sciences expérimentales. Dans ce sens, Heidegger déclare « Ce qu'il faut accepter », dans ce sens, Daniel Handler déclare « Ce qu'il faut accepter, selon cette conception, c'est l'idée que la philosophie n'est que cela, qu'elle n'a pas d'autre mission antérieure ou première que cette mise en ordre. À aucun moment, même lorsqu'elle se tourne vers les notions les plus fondamentales, la philosophie ne peut se situer radicalement hors de l'ensemble des sciences empiriques. Pour attester donc ce qu'on vient de dire. Ces propos de Daniel Handler laisseraient Heidegger dans un état perplexe. La science semble dicter sa loi à la philosophie. Et même si nous affirmons avec Heidegger que la science elle-même tire sa source de la philosophie et que celle-ci ne peut par conséquent pas se laisser soudoyer par la science, on nous répondra, la science a su s'émanciper des spéculations philosophiques et actuellement, opérant sur un terrain ferme, elle s'impose à travers ses divers résultats et par conséquent a tous les droits de dicter sa loi à la philosophie. Soit, mais, dit Heidegger, la pensée de la science se meut dans la représentation. Quand on parle de la spirale est une représentation. Quand on parle du nombre, le nombre. Quand on parle du triangle, quand on parle de l'atome, tout cela, ce sont des représentations. C'est pour cela donc qu'il dit que la science se meut dans la représentation. En dehors de celle-ci, elle perd ses ailes et son terrain ferme, car la représentation n'est possible qu'en présence des phénomènes. C'est en effet en cela que les temps demeurent, c'est-à-dire les phénomènes, l'ensemble des phénomènes, demeure le lieu où se meut la science et par conséquent demeure son incontournable. La science ne pense pas parce qu'elle est emprisonnée par la pensée représentative en rapport avec les temps, c'est-à-dire les phénomènes, qui est son incontournable. Même la physique du noyau et du champ, dit Heidegger, demeure une physique et donc une science, une théorie dominée par la représentation en tant qu'elle vise l'écriture d'une unique équation fondamentale de laquelle découlent les propriétés de toutes les particules élémentaires et par là le comportement de la matière en général.
Il s'avère donc que la science, conditionnée par les temps, c'est-à-dire les phénomènes, ou l'ensemble des phénomènes, qui est son incontournable, reste enfermée dans la pensée représentative. Or, dit Heidegger, le mode scientifique de représentation de son côté ne peut jamais décider si, par son objectivité, c'est-à-dire par sa possibilité de se montrer, la nature ne se dérobe pas, plutôt qu'elle ne fait apparaître la plénitude cachée de son être. Donc, la deuxième vague, la deuxième partie de notre life va porter donc sur l'achèvement de ce travail que j'avais produit et pour maintenant aboutir à la conception africaine de la science et à l'impulsion que les Africains ont donnée à la science. Donc, je vais d'abord clore cette première partie pour reprendre, pour poursuivre avec la thèse de Heidegger avant d'achever avec l'approche africaine de la science. Je vous reviens tout à l'heure.